Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, même si j'aurais préféré vous accueillir en chair et en os. La rentrée littéraire est toujours un événement. Cette année, elle revêt un caractère tout à fait particulier. Voici le premier volet d'une série de 3 rendez-vous que nous avons souhaités autour de la rentrée littéraire. Nous commençons aujourd'hui avec la rentrée littéraire québécoise, une rentrée aux voix puissantes et originales, sous le signe de la diversité, avec des textes qui s'imposent par leur pertinence et leur sensibilité. Une rentrée aussi tout à fait étincelante, à l'image des éditrices et des éditeurs qui l'ont composée. Alors, autour de quelques-uns des auteurs phares de la saison, ils ont décidé et accepté de se prêter au jeu de la caméra. Je vais donc leur laisser la parole dans quelques instants. Je vous remercie encore d'être avec nous et je vous souhaite une très bonne rencontre virtuelle. Je suis Rodney Saint-Éloi, éditeur de Mémoires d'Encrier. Et moi, je suis Yara Al-Gadban, éditrice chez Mémoires d'Encrier. Pour cette saison, je vous présente 10 titres et une surprise. Et je commence par la poésie, et naturellement, avec Laura Dole-Payan, 20 ans, qui présente chez Mémoires d'Encrier Cœur Yo-Yo, et Rachel Macrom, qui présente un livre au titre troublant, Le premier coup de clairon pour réveiller les femmes immorales. Les 2 autrices sont avec nous et je vous laisse les écouter. Je m'appelle Laura Doyle-Payan et je vais vous lire un extrait de mon premier recueil de poésie, Cœur Yo-Yo. Ceci n'est pas l'histoire d'une peine d'amour, ni même l'histoire de ma survie. Ceci est l'histoire d'un apprentissage. Quand j'avais 4 ans, je voulais mourir. J'ai été suivie par une psychologue pendant la majeure partie de mon enfance. J'allais mieux. Puis, fin 2017, je retombe. Cet automne-là, j'habite en appartement pour la première fois. Je me sens impuissante face à l'état du monde et je vis ma première vraie peine d'amour. Surtout, je ne veux pas reconnaître que je souffre, ni m'accorder du temps pour guérir. J'ai l'impression d'être un fardeau. Je confie à la travailleuse sociale et au psychologue qui m'accompagne qu'à mes yeux, ma douleur n'est ni justifiée, ni productive. De quel droit puis-je pleurer face à la souffrance du monde? Ne devrais-je pas être en train de lutter? J'ai survécu à cet automne-là comme on traverse les événements historiques. Pour le raconter, sans que je ne m'en rende compte, la création est devenue mon respirateur artificiel. La poésie s'est présentée comme un moyen de créer de la beauté à travers le chaos, de me réinventer et de transformer le monde du même geste. Cœur Yo-Yo est un coquelicot blanc, une promesse envers la personne que j'étais à l'époque et un témoignage pour tous les autres enfants qui ne savent accueillir leur propre douleur sans se couper du reste. Accepter d'être vulnérable est un acte politique. Je m'appelle Rachel Macrom. Je suis poète et performeur et je viens d'Irlande du Nord. Mon livre est le premier coup de clairon pour réveiller les femmes immorales. The first blast to awaken women degenerate. Ça sera mon premier recueil publié en Québec, en Canada. J'ai perdu mes souliers sur la rue Rachel. J'ai perdu mes souliers sur la rue Rachel. Ma tête vers l'arrière pour s'appuyer contre l'oreiller de Montréal, embrassant le pied de la croix électrique, la langue émêlée, la mâchoire qui claque avec les réparations dentaires sur Saint-Denis. J'ai perdu mon assurance sur la rue Rachel. De tout mon long effondré pour étouffer la ville qui observe tout haut. Mes bras, l'heure de chaleur, ont coupé le quadrillage en 2. Mes poignets se sont appuyés sur un point de chagrin. J'ai effoncé mes mains pour faire des traces dans la boue au fond du fleuve.
reposer mes chevilles au milieu du chemin de fer, rouler la poussière entre les énormes cratères d'ampoules sur mes orteils. J'ai perdu ma jupe sur la rue Rachel. Je commence avec la surprise. Et la surprise, c'est Lilian Thuram. Lilian Thuram, ce grand champion de France que vous connaissez, de la Guadeloupe. Lilian Thuram est avec Mémoire d'Encrier cet automne dans un titre formidable qui s'appelle La pensée blanche. Et comme on parle beaucoup ces derniers temps du racisme, c'est un titre qui tombe bien dans l'actualité. Cette année, je vous arrive avec 2 titres autochtones. Ces 2 titres sont Ninawas, Moi l'enfant. C'est un livre pour enfants avec des illustrations fabuleuses. Et retenez-vous, en fait, les autrices qui ont dirigé ce projet, c'est Joséphine Bacon, que tout le monde aime, la reine Joséphine Bacon, et Laure Morali. Elles ont sillonné les 10 communautés Innu. Elles ont fait écrire tous les enfants Innu. Et le livre est en français et en Innu. Et le deuxième titre, c'est un titre fabuleux qui m'a empêché de dormir. C'est le livre de l'autrice que vous connaissez bien, de l'autrice de Je suis une maudite sauvagesse, Anantan Kapesh, qui revient cette fois avec ce titre qu'on réédite qui s'appelle « Qu'as-tu fait de mon pays ?» C'est un ouvrage majeur sur la colonisation et ce livre s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Donc c'est un incontournable pour Mémoire d'Encrier, comme l'a été Je suis une maudite sauvagesse. Alors, après Anantan Kapesh et après Joséphine Bacon, nous restons avec les perspectives autochtones, mais cette fois-ci de la perspective de 2 intellectuels québécois qui se questionnent sur les rapports entre le Québec et les autochtones. On commence par Dali Giroux. Dali Giroux, elle enseigne la théorie politique à l'Université d'Ottawa. Elle a publié chez Mémoire d'Encrier « Parler en Amérique », un essai qui a été très bien reçu. Et Dali Giroux, avec l'œil du maître, questionne et interroge les luttes souverainistes et l'inspiration impérialiste européenne des luttes souverainistes. Elle se questionne sur le mythe « Le maître chez soi » et se pose la question « Quel rendez-vous manqué avec l'histoire des Autochtones et avec les Autochtones et quelle alliance on aurait pu avoir si on avait un regard décolonial sur la souveraineté. » C'est vraiment un essai coup de poing, un essai dans la pure tradition des pamphlétaires québécois, Pierre Vallière, Pierre Vadeboncoeur, Michel Lalonde, et qui nous ramène vraiment à un questionnement sur la lutte souverainiste au Québec. Elle, en tant que Québécoise aussi, se remet en question. C'est un essai extrêmement riche et vraiment un essai coup de poing. Dans le même esprit, Gilles Bibeau, anthropologue, féru d'histoire, qui a travaillé partout dans le monde, qui parle 12 langues et qui a publié chez Mémoire d'Encrier 2 essais, nous revient avec l'amérindianité, part obscure du Québec. C'est le premier volume d'une trilogie qui repense l'identité québécoise à partir des altérités qui l'ont fondée. D'abord, la rencontre avec les Autochtones, ensuite la rencontre avec l'anglais et la rencontre avec les immigrants. Et dans ce cadre-là, il revient sur la rencontre entre les peuples autochtones et les colons français à l'époque de la Nouvelle-France. Il revient sur les récits de voyage des explorateurs et des colons européens, des colons qui sont venus. Il met ça en dialogue avec les récits, les mythes oraux et les légendes des Autochtones. Alors on voit dans son histoire, à part égale, le dialogue entre ces 2 écritures et 2 perspectives de l'histoire. Et on voit là-dedans un questionnement de cette identité québécoise et comment elle s'est construite sans l'autre, d'abord sans l'autochtone. Pour les romans, il y a 3 romans dans ce programme, 2 auteurs que vous ne connaissez pas du tout. Gerda Cadostin, qui écrit un livre magnifique, un roman qui s'appelle « Laisse folie courir ». C'est un livre magnifique, Gouverneur de la Rosée, avec une version, un regard féminin. Et on peut dire amour, colère et folie, avec cette femme de 62 ans qui écrit son premier roman, Laisse folie courir. Un deuxième roman avec une femme aussi que vous connaissez bien ici, c'est Emily Prophète, qui écrit un roman formidable qui s'appelle Les villages de Dieu. Donc un roman qui se déroule en Haïti, qui parle des gangs de rue qui supplantent l'État dans sa fonction. Un troisième roman, c'est un auteur trinidadien, c'est une traduction, c'est Lawrence Scott, ça s'appelle Ballet de sorcières.
Alors, il y a la poésie, il y a les essais, il y a les romans, et il y a ces textes-là qui n'entrent pas dans aucune catégorie, mais qui sont d'une telle richesse qu'en fait, ils ont leur propre catégorie. Et c'est le cas de Abandon de Joanna Pocock. C'est à la fois un récit initiatique et intimiste, un récit de soi et un récit de la nature, et un essai. Elle écrit la crise climatique qui dévoile l'Amérique indomptée, ses paysages sauvages et tous ses extrêmes. Elle fait ressurgir dans une écriture extrêmement belle et un regard résolument de femmes et féminin, des voix radicales qui luttent à la fois pour leur survie et qui luttent pour l'écosystème. C'est vraiment une lecture incontournable qui ne laissera personne neutre et personne indifférent. Joanna Pocock, irlando-canadienne qui vit à Londres, est l'une des voix incontournables du monde anglophone. Mais elle n'a jamais été publiée en français et c'est Mémoires d'Encrier qui la publie pour la première fois en français. Son récit « Abandon » est considéré comme l'un des meilleurs récits parus dans son année. Nous sommes très très fiers de pouvoir le publier chez nous, chez Mémoires d'Encrier. Alors voilà, 10 titres merveilleux, à l'image de Mémoires d'Encrier, une grande diversité de voix, une grande diversité de perspectives, bonne lecture et nous avons hâte de vous les présenter. Bonjour à vous, je suis Olga Duhamel-Noyer et je viens avec Annie Goulet vous présenter les 4 nouveautés de la rentrée chez Héliotrope, 3 romans et 1 polar. Donc, à moi de vous parler d'abord du premier roman de la rentrée chez Héliotrope. On est très heureuse d'accueillir Emmanuelle Caron chez nous. Vous la connaissez peut-être pour son dernier livre publié chez Grasset. C'était son premier roman, Tous les âges me diront bien heureuse. Et celui-ci, son deuxième, Les lois du jour et de la nuit, c'est son premier roman publié au Québec. Je vais la laisser parler elle-même de l'histoire que ça raconte, mais 2 mots peut-être pour vous dire qu'on a été absolument séduite d'abord par sa plume qui est parfaitement maîtrisée, très assurée. Dès les premières lignes, elle sait établir une ambiance un peu d'inquiétante étrangeté qui tranquillement bascule presque vers l'horreur. Enfin, je ne veux pas en dire trop. C'est un roman pas exactement d'aventure, mais qui regorge d'aventure, qui tient un peu de la tradition gothique du roman. Donc, où il est question de magie noire et blanche, de forêt, de toutes sortes, et de personnages étranges que je laisse Emmanuelle vous présenter tout de suite. Voilà. Les lois du jour et de la nuit, c'est l'histoire de 2 personnages, Marguerite et Armand, qui s'aiment, qui sont mariés, mais qui sont séparés par des circonstances exceptionnelles. On est en 1954 et Armand est à Dien Bien Phu, en Indochine, il est soldat. Et Marguerite, elle est restée dans les Landes, en France. D'un côté, Marguerite, eh bien, elle est à bout de ressources puisque son mari a été porté disparu et elle a dû accepter à contre-cœur de revenir sur la propriété familiale de sa mère, Ornella, dans les Landes, donc une mère avec qui elle a des relations extrêmement compliquées. Or, à peine est-elle installée que des événements extrêmement étranges arrivent. Les poules de sa propriété se mettent à mourir. Une glaire blanchâtre se met à couvrir son jardin. Son fils, Pierrot, se met à avoir une attitude extrêmement bizarre. Et pour couronner le tout, puisque ce sont des signes de sorcellerie, un homme qu'elle ne connaît pas vient à elle, un géant, pour lui dire que sa mère et son frère sont pris à mort, ils sont donc ensorcelés. Marguerite va devoir prendre donc la mesure de ce qui se passe dans la propriété, dans sa famille, et pour protéger son fils, elle va devoir prendre part au combat, elle aussi. D'un autre côté, de son côté, on a Armand, qui a été fait prisonnier à Dien Bien Phu et qui est mené avec les autres prisonniers sur la longue route qui les mènera au camp. Il s'ensuit une fuite hallucinée dans la forêt où ils devront faire face à ces sortilèges et ils devront prendre le risque d'être avalés par cette forêt. Et voilà, c'est l'histoire de Marguerite et Armand, les lois du jour et de la nuit. Mathieu Leroux nous revient enfin cet automne avec un roman éclatant et puissant sur lequel il travaillait depuis plusieurs années. Le livre s'intitule « Avec un poignard » et raconte la quête d'un homme qui cherche à comprendre et à liquider les échecs sentimentaux qui jalonnent sa vie depuis trop longtemps. C'est aussi un roman qui laisse parler la colère,
celui d'un fils pour un père fuyant depuis toujours, absent, ailleurs, un père qui souffre désormais de démence. Le héros d'Avec un poignard pourra-t-il s'apaiser après avoir libéré la bête féroce en lui qui ne demandait qu'à rugir, qu'à ruer dans les brancards? Les nouveaux paysages qu'il découvre et les corps toujours changeants l'occuperont un temps. Mathieu Leroux sait faire claquer la langue pour parler du désir et du désir d'être aimé. Il sait entraîner le lecteur comme la lectrice dans les errances de son narrateur au plus près de ses amants, de ses questionnements, de ses espoirs frénétiques et de ses rêves brisés. À toi, Mathieu. Avec un poignard, c'est l'histoire d'un homme qui en peut plus de sa vie à Montréal et qui décide de tout mettre en plan et se pousse à Las Vegas. À Las Vegas, il commettra une série de gestes terribles, aux conséquences peut-être irréparables, je ne sais pas, et réapparaîtra des mois ou des années plus tard à Berlin avec les conséquences de ces gestes-là. C'est un roman donc sur la mémoire, le deuil, la résilience. On suit donc le narrateur à partir du moment où on arrive à Vegas. C'est une série de péripéties qui se multiplient, qui sont de plus en plus intenses, voire violentes, cruelles. Il y a tout un jeu aussi avec le surnaturel dans le roman qui nourrit en quelque sorte les lubies ou le côté sombre du narrateur. Olga veut que je dise qu'il y a plusieurs amants qui passent dans le roman. C'est une des données, effectivement. Il y a consommation de plusieurs substances et plusieurs corps dans le texte. Voilà, donc je pense que ça fait le tour. Après ces différents excès, il y aura à subir peut-être les conséquences de ces différents excès. L'avant-dernier roman publié de Catherine Mavrakakis, Oscar de Profundis, brossait le tableau d'une effroyable pandémie se déroulant dans un futur proche. Le roman suivant, L'Annexe, paru l'automne dernier, racontait le confinement de l'espionne Anna, grande admiratrice de Anne Frank, qui se retrouvait enfermée avec d'étranges personnages, tantôt grotesques, tantôt menaçants. Je dois avouer que lorsque Catherine m'a parlé du nouveau livre qu'elle écrivait, j'ai été heureuse et un peu soulagée d'une certaine manière qu'il soit question de fleurs. Je l'ai vu comme un signe favorable, comme une promesse de jours meilleurs à venir. Et ce, même si ce nouveau roman de Catherine est un livre sur le deuil dans lequel une fille s'adresse à sa mère disparue depuis peu. On connaît la romancière et je peux vous dire que son hyperlucidité continue d'être à l'œuvre dans ce livre, L'absente de tout bouquet. Mais ce roman, c'est aussi et surtout un livre émouvant, intime, sur la douleur de la disparition des gens aimés, sur les roses, les pivoines et toutes les fleurs qui refleurissent pour qui cultive son jardin. Mais Catherine, pourquoi parler des fleurs? Les fleurs, parce que d'abord, je suis très allergique au pollen des fleurs, donc j'entretiens avec les fleurs un rapport d'amour-haine. Et je pense que mon texte parle de l'amour et de la haine pour une disparue, pour une morte qui est la mère de la narratrice. Et j'ai conçu le livre comme un hommage fait de fleurs, de petites fleurs, c'est-à-dire de fragments qui forment un bouquet qui serait celui que la narratrice tendrait à sa mère défunte. Les fleurs, c'est aussi quelque chose que je trouve très beau. C'est quelque chose de poétique. Pour moi, ça a toujours été lié à l'univers de Mallarmé, qui parle beaucoup des fleurs et qui a écrit cette phrase « Je dis cette fleur » et puis bon, je ne cite pas tout ce qu'il va dire, mais c'est l'absente de tout bouquet, que le langage renvoie à une absence. Or, j'avais envie de travailler l'idée que mon livre, qui est un langage, qui est fait de mots, essaye de faire revivre quelqu'un, mais en même temps de montrer la présence impossible, donc l'absence. Et voilà donc pourquoi j'ai choisi le titre, qui est un titre qui a été pris à Mallarmé, c'est l'absente de tout bouquet. Donc c'était essayer de voir comment ce thème de la mère morte pouvait se retrouver dans des petits détails du quotidien, dans justement les fleurs que l'on reçoit, dans les fleurs qui sont dans la rue, dans mes allergies par exemple aussi, puisque je suis allergique au pollen. Donc c'était un peu de voir comment les fleurs pouvaient être à chaque moment de la vie un hommage à la mère disparue.
Maintenant, je vous présente le dernier livre de la saison. C'est aussi la dernière addition à notre collection Héliotrope Noir. Il s'agit du livre Le Printemps des traîtres de Christian Giguère. Christian Giguère qu'on a connu il y a 2 ans déjà avec son premier roman La disparition de 4 vandales qui lui a valu le prix Jacques Meyer du roman policier. Ça se passait dans le nord-est de Montréal et cette fois-ci, avec Le Printemps des traîtres, on est dans le sud-ouest au contraire. Et ça raconte l'histoire de Michael. Alors, Michael, c'est un personnage très troublé, très complexe, qui a eu des grands élans d'énergie durant le printemps érable et qui, au terme de ça, s'est vu dégonflé, débiné, dépressif, qui a donc lâché les études. Mais dans la foulée, il s'est vite retrouvé père d'une petite fille. Il a déménagé sur la Rive-Sud avec sa copine qui a des problèmes de consommation. Lui, il se met à vendre du fentanyl pour subvenir aux besoins de sa famille comme il peut. Et la DPJ leur court après, essaye de leur retirer la garde de leur fille. Bref, c'est dans ces circonstances-là très précaires qu'on rencontre Michael au début du livre. Or, il est approché par le clan McAllister, qui est à la tête du gang de l'Ouest, un gang criminalisé. Et le père McAllister invite Michael à se joindre au rang. Alors, sa mission consiste à intercepter un véhicule de la bande ennemie, la Triade. C'est un véhicule qui transporte des jeunes réfugiés qui sont destinés à la prostitution. Donc, son boulot, c'est d'intercepter le véhicule et de mettre les femmes en sécurité et d'alerter les médias pour pointer les projecteurs vers la bande ennemie. Évidemment, la mission ne va pas se passer du tout comme prévu. Je ne peux pas en dire trop parce que ça va vous dévoiler des choses que j'aime mieux laisser à votre lecture. Mais disons que Michael n'a pas toutes les clés pour comprendre quelle était sa mission. Le gang de l'Ouest n'est pas nécessairement celui qui tire toutes les ficelles. Finalement, c'est peut-être juste un rouage dans une énorme machine tentaculaire qui implique des politiciens, des corps policiers, fédéral, provincial, des mécènes, ceux qu'on appelle les mystérieux mécènes, qui sont peut-être des donateurs de partis. Et donc, la machine s'embrouille et Michael va se retrouver évidemment au cœur de la tourmente dans tout ça. Alors, si on veut résumer autrement, on peut dire que c'est un roman où le personnage a constamment des nouveaux choix à faire. Il faut qu'il se demande à qui offrir sa loyauté et à qui offrir sa confiance dans un monde très complexe qu'il connaît à peine. C'est un roman fascinant. D'abord, la grande qualité de Christian Giguère, c'est qu'il a une acuité du regard absolument fascinante. Il nous décrit un milieu interlope complètement méconnu et c'est comme si on y était. Donc ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, c'est aussi un roman sur la trahison, la loyauté, tous des thèmes universels qui font que je crois que ça peut plaire à un vaste public, même si ça va surtout conquérir le cœur de lecteurs de romans noirs aguerris. Voilà, alors c'est le dernier titre de notre saison. J'espère que la rentrée va se passer bien pour vous tous. Merci! Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Marie-Julie Flagotier, je suis éditrice pour le groupe Nota Bene. Comme vous le savez sans doute, le groupe Nota Bene rassemble depuis 2017 5 maisons d'édition littéraires spécialisées. Nota Bene qui publie des essais et des études littéraires, Triptyque qui publie de la fiction, de la poésie et du théâtre, Varia qui publie des écrits sur les arts et des essais sociopolitiques, Le Lézard amoureux qui se concentre sur la poésie contemporaine et enfin Alias qui réédite des livres en petit format pour le grand public. Nous sommes très fiers du programme de l'automne et des perles que nous vous réservons. Comme vous le verrez dans notre catalogue de la rentrée, ce sont des écrivaines, des femmes qui seront à l'honneur chez nous cette saison, tant en essai qu'en fiction et en poésie. Après l'étrange printemps tumultueux que nous avons connu, nous sommes ravis de constater à quel point nos parutions tombent à pic pour les lectrices et les lecteurs, et ce, dans tous les genres que nous publions. À commencer par des essais criants d'actualité, jusqu'aux récits qui font rêver et voyager, que ce soit dans un autre pays ou à une autre époque, en passant par des livres à l'imaginaire éclaté, notamment un collectif de science-fiction qui explore différents futurs, ainsi que des livres de poésie qui revisitent l'enfance et les liens parfois chaotiques de filiation. Bref, vous aurez l'occasion de feuilleter notre programme et de découvrir toutes ces surprises par vous-même.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter deux autrices et un auteur d'un immense talent. Aux éditions Triptyque, vous aurez le bonheur d'entendre Jules Clara vous parler de son récit Parenthèse suisse, ainsi que Catherine Côté vous présenter son roman policier Brébeuf. Finalement, aux éditions Nota Bene, Guillaume Asselin vous dira quelques mots à propos de son essai intitulé Bunkers, l'archipel de la peur. Alors bonjour, je m'appelle Jules Clara, je suis ici pour vous parler du livre Parenthèse suisse que j'ai écrit. Alors Parenthèse suisse, c'est un récit qui rassemble par fragments l'expérience de ma migration en Suisse. Alors quand je suis arrivée en 2015 en Suisse, c'était pour mes études, pour faire ma maîtrise en sociolinguistique à l'Université de Fribourg. Donc c'était pas la première fois que j'allais en Suisse, j'y étais allée plusieurs fois auparavant parce que j'avais rencontré quelqu'un. Donc j'avais déjà amorcé ma relation, si on peut dire, avec la Suisse. Alors quand je suis arrivée en 2015, pour de vrai, pour commencer ma vie en Suisse et pour commencer mes études, j'étais de nouveau seule. Et donc j'ai dû réentamer une nouvelle relation avec la Suisse, peut-être un peu plus complexe cette fois. C'est plutôt à cause de la solitude que je me suis mis à écrire. À la base, pour moi-même, comme je l'ai dit, mais très rapidement, l'écriture a pris plus d'ampleur dans ma vie. Finalement, de fil en aiguille, j'ai su que Parenthèse suisse devait devenir un livre. Et j'ai eu à ce moment-là, on pourrait dire, l'urgence d'écrire. Alors, Parenthèse suisse, c'est un récit à mi-chemin entre le réel et le fictif, où chaque parenthèse, chaque paragraphe dévoile des personnages, une histoire et une expérience. Quasiment tous les dialogues proviennent du réel, donc ils ont été enregistrés et puis transcrits. J'avais été engagée par un professeur pour faire la transcription de ces entretiens sociologiques. C'est à partir de cette expérience de travail-là que je me suis mis à m'intéresser en fait au réel, puis à l'écrit basé sur le réel. C'est un récit peut-être un peu mystérieux, un peu mélancolique, qui présente la Suisse comme un pays un peu inatteignable, un peu perdu d'avance. Alors je crois que c'est un récit qui peut vous faire voyager. Donc je vous souhaite un bon voyage et une bonne lecture. Bonjour, mon nom est Catherine Côté et mon roman s'intitule Brébeuf. C'est un roman policier historique qui se déroule à Montréal en 1947. On y suit un personnage du nom de Léopold Gauthier, un vétéran et ex-détective du service de police de Montréal. Léopold revient enfin à la maison après avoir traversé la campagne d'Europe et fait 2 ans d'occupation à Berlin. Il retrouve sa femme et sa vie d'avant, mais il réalise rapidement qu'il n'est plus le même homme. Quand son ami, un sergent détective, lui demande de prêter main forte et de l'aider à retrouver un meurtrier qui cible les élèves du collège Brébeuf, Léopold est enchanté. Il accepte de briser sa routine, mais il ne se doute pas encore que l'enquête fera ressortir en lui des choses qu'il essayait de taire depuis le début de la guerre. Je suis une grande lectrice de romans policiers et aussi une grande geek d'histoire. Quand j'ai commencé à élaborer mon plan de roman, je savais déjà que je voulais que ce soit quelque chose d'historique, un petit peu comme la trilogie berlinoise de Philippe Kerr. En faisant mes recherches, j'ai découvert que le contexte de l'après-guerre à Montréal était particulièrement intéressant. Les années 40, c'était la fin du Red Light. Montréal était une capitale du vice avec des maisons de prostitution et de jeux, mais aussi des policiers corrompus qui acceptaient des pots de vin et qui étaient de connivence avec le crime organisé. À travers tout ça, on avait aussi des personnalités historiques, comme Pacifique Plante ou le maire Camillien Hood, qui essayaient de faire le ménage de la ville et de purger la métropole. C'était une époque très sombre, avec la corruption mur à mur, mais aussi beaucoup d'idéalisme. Et pour moi, c'était le contexte idéal pour une série de romans policiers. Avec Brébeuf, j'avais envie de faire honneur à la tradition du roman noir en écrivant un polar plein de rebondissements et de suspense. Je voulais aussi m'approprier les codes propres à ce roman pour les remanier et les moderniser, parce que j'adore les romans noirs classiques, mais souvent ils sont assez réducteurs en termes de personnages. Le détective typique du roman noir est sombre et torturé, il est violent, il a des problèmes d'alcool et des problèmes avec les femmes, c'est un vrai bad guy. Et les femmes, dans le contexte des romans noirs classiques, ont des rôles assez réducteurs. Elles sont là pour séduire le protagoniste ou pour commettre des meurtres de passion, c'est tout. Avec Brébeuf, je voulais me réapproprier ces codes et sortir des sentiers battus, parce que si mon roman met bel et bien en scène les détectives violents et torturés de l'époque, ceux qui étaient corrompus, ceux qui acceptaient des pots de vin, il met aussi en scène d'autres représentations de la masculinité, des hommes qui sont plus doux, plus faibles, des hommes qui n'ont pas peur d'avoir de la peine ou de souffrir. Le contexte historique de l'époque me permettait aussi de mettre en scène une panoplie de personnages, parce qu'en 1947, c'est l'année où les premières agentes ont intégré le service de police de Montréal.
Elles étaient de simples gendarmes, elles n'avaient pas vraiment de responsabilité et pas vraiment de pouvoir, mais au moins elles étaient présentes, elles étaient là et se battaient pour se faire une place dans un milieu dominé par les hommes. J'ai essayé de mettre en scène des personnages féminins très variés pour témoigner de cette réalité-là. Des femmes qui séduisent, certes, pour rendre hommage au polar classique, mais aussi qui travaillent, qui agissent, qui prennent la parole et qui refusent de se taire. À travers tout ça, je voulais surtout écrire un roman policier amusant à lire, sans prétention. Du gros plaisir de lecture qui nous fait apprécier encore plus la ville de Montréal et son histoire tellement riche et captivante. Je vous souhaite une bonne lecture. Bonjour, mon nom est Guillaume Asselin, je suis professeur de littérature au Cégep Marie-Victorin à Montréal et auteur de l'essai Bunker, l'archipel de la peur, qui paraîtra cet automne aux éditions Nota Bene. J'aimerais en quelques mots vous dire comment m'est venue l'idée de ce livre et ce que j'ai voulu penser en l'écrivant. À l'origine de Bunker, il y a le choc d'une lecture. Il s'agit du roman Cercle de Yannick Hanel, un auteur français contemporain que j'aime beaucoup. Dans ce roman, un type fait du bunker qu'il a construit au cœur de Berlin le symbole de notre époque, placé sous le signe de la catastrophe. Dans un monde en crise, où les bases mêmes de l'existence sont mises à mal, où l'autre suscite toujours plus de méfiance, le réflexe est de se retrancher dans son camp à soi et de limiter ses contacts avec l'extérieur. On construit des murs entre les pays, on élève des grilles autour des maisons, on clôture des quartiers entiers, comme donnent à le voir les gated communities. Mais le bunker au sens élargi où je l'entends ne se limite pas aux structures de sécurité derrière lesquelles on épie le monde d'un œil inquiet. Aux murs construits en dur répondent ceux beaucoup moins visibles derrière lesquels on cherche à fuir la réalité en se réfugiant dans le confort, le cocooning, la maladie, la religion, l'idéal ou le virtuel. On se fait un rempart d'une idée, d'une manie ou des écrans dont on se sert pour prendre congé du monde au profit d'un univers fait sur mesure où l'on est invité à n'aimer que ce qui nous conforte et nous réconforte. Sur la base de faits d'actualité et d'œuvres de fiction où les mécanismes de la psyché sont mis à nu, j'ai donc voulu, à travers cet essai, comprendre les raisons de ce syndrome d'enfermement qui porte l'être humain à échanger sa liberté contre ses fausses sécurités, ses refuges, ses bunkers où l'on étouffe en cherchant à étouffer l'anxiété au lieu de la confronter. Le bunker, en somme, c'est l'abri qui se transforme en prison, c'est le besoin de sécurité qui, poussé trop loin, prend la forme pathologique de la névrose de défense. Si la pandémie actuelle nous enseigne une chose, c'est que nous ne sommes décidément pas faits pour vivre enfermés et que les mesures prises pour sauvegarder la santé, passé un certain seuil, en viennent à les miner. Faire prendre conscience que les moyens que nous prenons pour nous blinder contre le réel et l'inconnu sont précisément ce qui nous tue, et par là donner le goût au lecteur ou à la lectrice de se frotter à l'existence sans mur ni armure, c'est la visée essentielle de cet essai. Si l'essai réussit à faire ça, j'aurai remporté mon pari, j'aurai réussi à écrire un livre qui aide à mieux vivre. Merci et bonne lecture. Merci de votre curiosité et de votre intérêt. Nous espérons que vos trouvailles seront inspirantes et vos lectures excellentes. Bonjour, je m'appelle Félicia Miali et je suis la fondatrice et la présidente des éditions Hashtag, fondée en 2018, une maison d'édition dédiée à la littérature monde. Il me fait énormément plaisir de vous présenter nos 3 titres de la rentrée 2020, des titres qui suivent la mission que nous sommes proposés dès le début et qui essaient de refléter le plus fidèlement possible la diversité québécoise et canadienne. Notre premier titre de la rentrée s'appelle Café Sarajevo, un volume de nouvelles publié en anglais au Québec en 2017, année où il a été aussi finaliste au prestigieux prix Giller. L'auteur de ces nouvelles est Josip Novakovic, auteur d'origine croate qui vit présentement au Québec et qui écrit en anglais. Ce qui nous a charmé chez Josip Novakovic est la manière comique de décrire les difficultés de l'immigration. À la différence de beaucoup d'auteurs qui transforment le migrant dans un personnage éternellement discriminé et exploité, le migrant de Josip Novakovic est quelqu'un qui trompe le système et qui mène la belle vie alors que les autres s'échinent au travail. Dans les termes de Leonard Cohen, on pourrait dire que le migrant de Josip Novakovic
est un Beautiful Loser. Le deuxième titre, Hashtag, à apparaître au mois d'octobre, est un volume de poèmes signé par Sébastien Aymon, auteur trans qui a débuté chez Hashtag en 2018 avec son premier volume de poèmes intitulé Mon âme. Ce nouveau recueil s'appelle Notre-Dame du Grand Guignol et continue la poétique de début de Sébastien avec des textes qui révèlent le quotidien, les aspirations, les doutes des jeunes appartenant à la communauté trans du Québec et qui luttent encore contre les préjugés et le manque d'acceptation. Une partie de ces poèmes ont fait partie des 5 finalistes au prix de poésie de Radio-Canada en 2019. Le troisième titre de notre rentrée est un roman signé par Vincent Fortier, auteur queer qui est à son premier roman, mais qui fait preuve d'une grande maturité littéraire. Vincent Fortier a été journaliste pendant 10 ans et aujourd'hui il travaille comme réviseur et traducteur. Le sujet de son roman, qui s'appelle Phénomène naturel, raconte l'histoire d'un jeune homme de 35 ans qui décide de se suicider. Le roman débute en fait au moment où le personnage imprime les 2 lettres d'adieu adressées à ses parents et à son amoureux. Mais jusqu'au moment de passer à l'acte, qui représente un coup de théâtre, en fait, le personnage revisite les moments clés de sa vie et surtout ce qui le pousse au bord du précipice. Mais plus qu'une saga personnelle, ce roman représente l'histoire d'une époque en train de s'effriter, qu'on vous laisse découvrir à travers une narration d'une clarté et d'une simplicité déconcertante. On vous souhaite donc bonne lecture, bonne rentrée et surtout bonne rencontre avec les auteurs Hashtag. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, même si je sens votre présence avec un peu de foi et je l'imagine. Merci à Gallimard pour permettre cette superbe passerelle pour parler de livres et de ce qui nous unit dans cette rentrée un peu étrange, mais qui sera. Aux éditions du Passage cet automne, une rentrée tout en nature, en mythologie aussi. Il y a un fil conducteur qui se tisse dans nos 4 livres cet automne entre mythe et nature. Le premier titre que je vous propose, c'est l'autoportrait de Christian Bartomeuf, autoportrait d'un paysan rebelle. Avant de vous en parler un peu plus, j'aimerais vous amener chez Christian. Il a pris un drone ces dernières semaines pour faire une vidéo et présenter à la fois sa terre, son domaine, sa forêt, son livre et son parcours. Alors, je vous invite chez lui à Clos-Saragnat. Bonjour à tous, je m'appelle Christian Bartomeuf et je suis l'auteur de Autoportrait d'un paysan rebelle, livre superbement illustré par Virginie Gosselin et habilement orienté par Julie Aubé. Je suis né au cœur de la France de parents issus de la paysannerie en plein milieu du XXe siècle et élevé en Auvergne, à Lyon et en Provence. Après diverses occupations et différents métiers, j'ai quitté la France à 24 ans pour m'établir au Québec. Mes intérêts connus étant tout autres, je crois avoir bien étonné ma famille lorsque je leur ai remis ma première médaille d'or pour un vin élaboré dans le premier vignoble que j'avais créé en 1980 à Dunham, le domaine des Côtes-d'Ardoise. Quelques années plus tard, en 1989, j'ai élaboré le premier cidre de glace au monde. En conséquence, après diverses professions, en passant par la photographie et le cinéma, j'étais devenu agriculteur. Mais une petite phrase lue ou entendue quelque part est venue mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Il y a plus de vie dans le désert que dans un vignoble en culture conventionnelle. Déstabilisé et complètement démotivé, je refusais de continuer à malmener la terre sur laquelle je vivais, tout en y détruisant systématiquement toute vie animale. Je devrais faire les choses autrement ou changer une autre fois de métier. Terminer les produits chimiques pour le reste de ma vie, d'autres paysans l'avaient fait avant moi, alors pourquoi pas moi? En 2002, avec Louise, ma compagne, nous avons acheté un verger abandonné et aux pommiers coupés, idéal pour repartir à zéro. Le but étant de produire juste ce qu'il fallait pour faire vivre décemment 4 personnes et miser sur la biodiversité plutôt que sur la monoculture pour établir notre milieu de vie. Choisir la décroissance n'a vraiment rien de déprimant. L'observation de la nature a nourri mes réflexions et est à la base de la culture fondamentale que je décris dans ce livre. Il aura fallu une douzaine d'années pour rétablir la biodiversité, donc l'équilibre. De mes grands-parents paysans, j'ai retenu leur grand respect de leur environnement et leur capacité à vivre heureux avec l'essentiel. Choisir la qualité à la quantité serait mon nouveau thème de vie. Les derniers mois en ont amené plus d'un à réfléchir sur leur choix de consommation, à se poser des questions sur la nourriture que l'on consomme
sur ceux qui la produisent, de s'interroger sur sa provenance et du comment elle a été produite et acheminée jusqu'à nous. Tout à coup, pour plusieurs, cela prenait toute son importance. J'espère que ce livre saura inspirer et accompagner la réflexion des lecteurs et peut-être amener certains à s'inventer un autre mode de vie plus en accord avec leurs valeurs. Ben voilà, une image vaut mille mots. C'est tellement incroyable, cette forêt, en fait, ce lieu de culture, mais qui est aussi une forêt vierge. C'est Virginie Gosselin, photographe et fille d'agriculteur, avec qui on avait fait le gré des champs, qui avait envie de récidiver avec nous, qui nous a présenté Christian. Et ça a été une aventure incroyable de travailler avec lui pour tisser au fil de sa vie et de comprendre par son expérience humaine et vivante ce que c'est l'agriculture durable, le rapport qu'on a et toutes les idées préconçues qu'on a par rapport à l'agriculture, à la forêt. Ça lui a pris 30 ans pour déconstruire tout ce qu'il avait appris et pour comprendre que des arbres vivent dans la forêt sans nous. Alors si les arbres peuvent vivre sans nous, pourquoi pas les pommiers? Et il y a crottin dans le titre. Moi, j'étais bien excitée de mettre le mot crottin dans un titre de livre. Et il y a cette simple anecdote que je vais vous dire où il a réfléchi à la quantité de crottes que les animaux font dans la nature en temps normal. Et donc, il a voulu reproduire ça dans son verger. C'est pour ça qu'on vous a présenté ces poules dans la vidéo, parce qu'il a analysé tout ça pour qu'il y ait assez de poules pour reproduire la quantité de crottes animales qu'il y a habitude dans un terrain. C'est vraiment un livre et un homme extraordinaire, une lecture humaine, drôle, sympathique, où on apprend énormément de choses et j'ai très hâte que vous découvriez ce livre. Cette fois-ci, je vous présente Sacrée Justice de Francesca Trop. On est dans notre collection jeunesse ou collection famille plutôt. On avait fait Tout le monde dort qu'on vous avait présenté l'année passée sur le sommeil des animaux. Cette fois-ci, on est vraiment à l'autre bout du spectre en termes d'âge et de contenu de ce qu'on veut faire dans cette collection famille où on veut partager des savoirs à la fois sur les connaissances biologiques, philosophiques, sur la réflexion, mais amenées par des artistes. Francesca Trop est avocate. Elle a beaucoup tenté d'aimer le droit jusqu'à devenir avocate de la SODEC. Et un jour, elle s'est dit « Si j'aime pas être avocate pour la SODEC, je n'aimerai pas le droit. » Elle a tout plaqué et est devenue peintre. À sa grande surprise, ce qu'elle s'est mise à peindre, ce sont des scènes de droit, d'avocat. Et sa recherche de sens l'a amenée donc à travailler là-dessus. Pour elle, le droit, c'est la construction d'un sens moral, éthique et humain. Et à travers 24 procès, elle réfléchit à ce que le rapport entre une personne et une autre est dans nos sociétés. Et donc, elle commence avec le procès de Dieu et d'Adam et d'Ève, hein, le premier procès, pour construire en fait ensuite comment les rapports hommes-femmes, blanc-noir, de domination, notre rapport à la nature, à l'être humain, s'est créé. Et parfois, les procès sont injustes, parfois, ils sont trop tôt. Et c'est finalement la construction d'une mythologie où des personnes deviennent plus grands que nature, plus grands qu'eux pour transformer des causes célèbres. Alors, c'est un livre vraiment intéressant, je pense, surtout dans ce contexte où on fait l'école à la maison et on veut réfléchir autrement au droit, à la philosophie, à la morale. Je pense que c'est un livre passerelle pour nous amener sur une réflexion qui peut être intéressante entre adultes, avocats, parents avocats, par exemple, qui font du droit à la maison et leurs enfants ados. Je pense que ça peut être un livre tout à fait à propos pour cette rentrée. Donc, on va maintenant en poésie où on est à la fois entre nature et mythe dans les deux titres que je vous présente. Le premier, Le mouvement des couleuvres de Gabrielle Roberge. Gabrielle Roberge a fait des études en création littéraire et une maîtrise en histoire de l'art. C'est son premier recueil. Elle vit avec sa famille dans les Laurentides et c'est une réflexion sur cette vie à la campagne. Quand j'ai relu son texte après cet enfermement collectif, ces mots ont résonné vraiment autrement et j'aimerais vous en lire un extrait. Je ne parle pas d'incantation, je parle d'os du coude, de langue, de piste, de prise, de jardin en remplacement des voyages, de cèdre et d'hydrangée en urgence, de bras, de seins et peut-être même d'âme, de roche, banale pour la plupart, de joie, la mienne et celle de mes enfants, de brasier, de chaleur, de mes propres ronds de fumée. Alors c'est vraiment un très beau recueil qui nous amène à réfléchir à cette vie à la campagne, vraiment circonscrite entre sa montagne, sa maison et ses deux enfants. Je trouve qu'il y a un écho assez fort avec ce qu'on vit tous en ce moment.
Et finalement, notre dernier livre de la rentrée, Mythe de Michal Bielinski. Des fois, la vie fait bien des choses. J'étais en voiture, je m'en allais à un rendez-vous et j'ai ouvert la radio. J'aime toujours être en auto quand c'est l'heure de mon émission littéraire préférée à Radio-Canada. Et je suis tombée sur cette jeune fille qui lisait parce qu'elle venait de présenter un spectacle qui s'appelle Mythe, qu'elle avait écrit. Et j'ai vraiment été foudroyée. Et je suis arrivée au bureau vraiment excitée comme une puce en disant à mes collègues, j'ai entendu quelque chose de vraiment beau. Et Julia Ross, qui dirige la collection Poésie, m'a dit, ah, mais je vais voir le spectacle demain. Et donc, de fil en aiguille, une petite discussion en coulisses. Et voilà, on vous présente Mythe, qui est le texte de cette pièce. On est vraiment dans des questions existentielles sur l'humain, sur notre rapport au sacré, sur la création. Donc, je vous lis pas aussi bien que Michal, un petit bout. Même si rien n'adhère à nos parois, même si le froid nous enserre, il faudra résister et se faire récit. Parce que j'aime une chose et son contraire, l'infini avance comme une rivière immense, s'épanche de dérive. Reprendre la mer, esquiver l'ineptie, tendre l'oreille, sourde de bruit. Entends la puissance du silence et l'amour qu'on enterre. I dare, quiconque me suit m'éclaire. La joie tous les jours opère, nos cœurs pourpres s'accrochent à l'intime. Mais l'effort constant est le mystère. Les heures ne s'écoulent plus quand on regarde ailleurs. Time out of time. S'élancer, se mouvoir dans les airs. Voilà, c'est la rentrée des éditions du Passage. En attendant, bonne lecture et j'espère vous voir bientôt en chair et en os. Bonjour, je suis très content de vous retrouver cette année, même si cette année c'est virtuellement. On se reprendra de visu l'année prochaine. Alors je vais vous présenter les enjeux de la rentrée d'édito. On commence tout de suite avec un ouvrage collectif coécrit par Éric Dupont. Éric Dupont est un scientifique passionné formé à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. Il a longtemps eu des compagnies pharmaceutiques. Il est aussi le patron de IDC, la marque de cosmétiques. Et Éric Dupont, depuis quelques années, a décidé de se lancer dans l'écriture d'ouvrages collectifs. Il a d'abord publié chez Edito La Vie intégrale, un ouvrage de santé globale que nous avons vendu à 8000 exemplaires. Et aujourd'hui, il nous présente un nouvel ouvrage collectif. Il s'est entouré de 9 chercheurs, professeurs et spécialistes dans leur domaine. Là, il va nous parler d'environnement et de biodiversité. L'ouvrage s'appelle « La Terre, la vie et nous ». Et je laisse la parole à Éric. Bonjour, mon nom est Éric Dupont. Je suis un scientifique entrepreneur. Et depuis quelques années, je m'adonne à mes passions, dont l'écriture de livres en collaboration. Et mes sujets de prédilection ont été sur le vieillissement, sur la prévention et la santé durable. Et là, on s'attaque présentement avec un nouveau collectif sur un sujet qui est de la plus grande importance, qui est celui sur la vie, qu'on appelle aussi la biodiversité. Parce qu'il faut savoir, sur plus d'1 milliard d'espèces répertoriées, l'homme qui en est une, ben l'homme est responsable de la disparition de millions d'entre elles présentement. C'est d'ailleurs la 6e grande extinction massive qu'on appelait l'Anthropocène. Alors, on ne pouvait pas laisser faire ça. C'est pour ça qu'on est 9 PhD, dont ma conjointe également, Christine Michaud, 7 professeurs universitaires, donc équipe multidisciplinaire qui viennent de la faculté de médecine, qui viennent de la faculté de droit, également de foresterie, d'agriculture, d'économie, de management et de philosophie. Équipe multidisciplinaire, donc, qui s'est mis à trouver des solutions concrètes. Donc, c'est un collectif qui s'appelle La Terre, la vie et nous, qui est rempli de solutions et d'espoir pour l'humanité. Et ce collectif est fait pour augmenter la connaissance et le niveau de conscience individuel et collectif pour arriver à un vrai changement durable. Alors, je souhaite à cet ouvrage un grand succès planétaire pour changer le plus grand nombre d'individus et de collectivités. Et j'espère que vous serez comme nous, des artisans du changement, et que vous encouragerez au maximum la lecture de cet ouvrage qui se veut un ouvrage essentiel pour le futur de l'humanité. Bonne lecture, merci. Vous connaissez toutes et tous Christine Michaud. Elle a longtemps été chroniqueuse littéraire à Salut Bonjour Week-end, en plus d'animer ses propres émissions à TVA le samedi matin. Depuis quelques années, elle s'est formée à la psychologie positive, des thématiques qu'elle a développées dans ses livres Mon projet bonheur et ses 2 romans Une irrésistible envie de fleurir et Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Aujourd'hui, Christine nous propose un ouvrage coécrit avec Thomas de Coninck. Thomas de Coninck, c'est un philosophe, professeur émérite de l'Université Laval. Il est notamment connu pour ses travaux sur la beauté, la liberté, le bonheur, l'intelligence, la dignité humaine. Thomas de Coninck, vous allez voir,
a une histoire très particulière quand il était petit. Christine et Thomas sont des fans finis du Petit Prince de Saint-Exupéry. Dans cet ouvrage, Le Petit Prince est toujours vivant. Ils abordent les grandes thématiques qui traversent l'œuvre du Petit Prince et qui sont portées par le personnage du Petit Prince. Alors Christine va vous en dire un peu plus dans quelques instants. Bonjour, mon nom est Christine Michaud et je suis ravie de venir vous annoncer que le Petit Prince est toujours vivant. Il a survécu en chacun de nos cœurs, bien sûr, mais aussi en Thomas de Coninck. Professeur émérite à l'Université Laval, Thomas a passé sa vie à retransmettre l'essentiel. D'une rare humilité, il n'a jamais trop insisté sur l'histoire de sa rencontre avec Antoine de Saint-Exupéry à Québec en 1942 et surtout sur le fait qu'il aurait inspiré l'auteur dans l'écriture de son conte mythique. Le jour où je suis allée lui offrir de non seulement raconter son histoire, mais de revisiter les thèmes les plus chers à Saint-Exupéry, au Petit Prince et à Thomas, évidemment, il m'a regardé dans les yeux, ému, et il m'a répondu « Alors c'est la Providence qui vous envoie ». Donc, d'une semaine à l'autre, nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté de beauté, de sens, de bonheur, des liens affectifs, de la solidarité, de l'enfance, de la conscience, de la providence, de Dieu même, et bien sûr de l'invisible. On a combiné tout cela avec des notions de philosophie, de psychologie positive, des exemples concrets de la vie quotidienne pour offrir au lecteur un guide de rappel de l'essentiel. Des pistes de réflexion, en fait, pour faire de notre vie un émerveillement quotidien. Alors, j'espère que vous aimerez votre lecture et surtout, j'en profite pour vous remercier de contribuer à faire rayonner cet ouvrage. Alors, merci d'en parler, de le diffuser et de lui permettre de rejoindre ses lecteurs. Je vous embrasse. Ciao. J'ai le bonheur de vous annoncer le grand retour de Marc Pistorio chez Édito. Marc Pistorio est docteur en psychologie. Il est connu pour ses talents de communicateur et de vulgarisateur. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est souvent invité par les médias au Québec. Marc Pistorio est spécialiste de l'expression des émotions, du développement de l'enfant, de la théorie de l'attachement et comment elle s'exprime dans les couples. En 2015, Marc Pistorio a publié le best-seller « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es », dans lequel il a décortiqué les relations amoureuses et nous a parlé de la théorie de l'attachement et comment elle s'exprime dans le couple. Ce livre, que nous avons vendu à plus de 20 000 exemplaires, est devenu un classique aujourd'hui au Québec. Alors Marc Pistorio revient, cette fois-ci avec une autre thématique très inspirante, et le titre c'est « Connecté à soi, connecté aux autres ». Il va vous expliquer ce que contient son livre dans la prochaine vidéo. Je suis le docteur Marc Pistorio, psychologue clinicien, et je suis très heureux de vous parler de mon tout dernier livre, Connecté à soi, connecté aux autres. Ce livre, il m'a été inspiré par la période actuelle, une période difficile sur le plan de la santé physique et mentale. Alors je voulais apporter ma contribution, je voulais proposer un livre plein d'optimisme, de motivation, d'idées nouvelles, un livre d'inspiration pour rester en contact avec le meilleur de soi-même et le meilleur des autres. Alors je vous propose une série de textes, par exemple pour connecter à soi, des textes sur la régulation émotionnelle, comment rester en contrôle de ses émotions dans des situations difficiles. Je propose des textes sur le renforcement positif de ses ressources intérieures, la résilience, la gratitude, l'authenticité et l'autocompassion. Pour les textes relatifs à la connexion aux autres, eh bien là je m'adresse aux partenaires amoureux, mon sujet de prédilection. Comment faire durer une relation harmonieuse. Je propose des textes aux parents pour les déculpabiliser et leur proposer une éducation bienveillante, généreuse, positive pour renforcer la relation chaleureuse à l'enfant. Il y a une réflexion également sur les enfants, comment les aider à révéler le meilleur d'eux-mêmes, leur plein potentiel en fonction de leur personnalité, de leur sensibilité, de leur identité. Puis le livre se termine sur une réflexion sur le monde, sur notre place dans la société, comment rester solidaire, comment prendre soin de l'environnement, comment profiter des bienfaits de la nature. Alors voilà, ce livre en fait c'est tout simplement ma philosophie de vie, celle qui me rend heureux au quotidien, alors je vous l'offre. J'espère que vous serez autant inspiré que je l'ai été moi-même à écrire ce livre. Je vous souhaite une excellente lecture et plein de belles découvertes. Vous le savez, chez Édito, nous aimons les romans qui font du bien, les romans qui nous inspirent, les romans qui nous donnent des outils pour régler des problématiques dans nos vies. Nous avons accompagné Nicole Bordelot et Christine Michaud dans leur passage vers la fiction.
Du côté français, nous vous avons fait découvrir Raphaël Giordano, Maud Ankawa, Agnès Ledigue ou encore Sabrina Philippe. Tous ces romans ont connu beaucoup de succès. Cet automne, nous allons vous faire découvrir une nouvelle autrice. Elle s'appelle Marie Vareille et son roman a un titre plutôt humoristique, La vie rêvée des chaussettes orphelines. Marie Vareille est déjà très connue en France, mais elle est totalement inconnue au Québec et nous comptons sur vous pour la faire découvrir à nos lectrices. Alors, sans être divulgateur, que raconte ce roman? Alice est une jeune femme pour qui tout semble aller bien. Et pourtant, sous les apparences, se cachent énormément de problèmes. Elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs, elle a des crises d'angoisse régulièrement et elle ne peut pas dormir sans somnifère. Fraîchement débarquée à Paris, elle veut recommencer à zéro, elle veut se reconstruire. Alors, elle cherche du travail et elle va se faire embaucher dans une start-up dirigée par un jeune PDG un peu fantasque. Il rêve de réunir toutes les chaussettes orphelines dans le monde. On voit bien qu'elle met une barrière entre elle et les autres. On voit bien que le passé la hante, il y a quelque chose qui l'habite, mais qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas vous dévoiler la suite évidemment, mais ce que je peux vous dire, c'est que La vie rêvée des chaussettes orphelines est un roman sur les hasards, les difficultés et les miracles de la vie. Alors voilà les enjeux principaux de notre rentrée chez Édito. Je vous souhaite un bel été et une bonne rentrée d'automne et en espérant vous revoir très bientôt. Bonjour à vous, chers libraires, bonjour à vous, chers bibliothécaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme David Sénéchal et je suis le nouveau directeur éditorial des éditions Fidesz. Assurer la direction éditoriale des éditions Fidesz est en soi un magnifique défi que j'ai accepté de relever avec fierté fin 2019. Mais j'étais évidemment loin de me douter que le tout serait jumelé à une situation complètement inédite pour la planète. Alors inutile de vous dire que le programme a été légèrement modifié, légèrement chamboulé. C'est donc avec une certaine fébrilité, mais surtout avec une immense joie, que je vous présente notre programme d'automne 2020. Pour cette présentation, je m'attarderai plus particulièrement à 3 titres incontournables de notre programmation d'automne. Le premier titre que j'aimerais vous présenter, c'est un beau livre, un sacré beau livre. C'est signé par l'artiste en art visuel Marc Séguin et l'ouvrage se nomme L'Atelier. De New York à Montréal, en passant par l'île aux Grues, Marc Séguin vous convie dans une excursion unique et intimiste dans son univers, magnifiquement saisi par les 2 photographes Maude Chauvin et Caroline Perron. C'est à travers cet ouvrage multiforme que l'artiste nous surprend une fois de plus par l'audace simple de ses textes, naviguant entre le journal de bord, l'éditorial et parfois même la poésie. Marc Séguin, L'Atelier, c'est en librairie cet automne. Le second ouvrage dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'un roman historique signé par l'autrice Francine Tremblay. Il se nomme Shinobi, la naissance d'un ninja. Vous suivrez les aventures de Fujiwara no Chikida, révolté après s'être vu refuser un titre qu'il convoitait auprès de l'empereur. Tout au long de ce roman, il sera amené à confronter les troupes de l'empereur. Shinobi, la naissance d'un ninja, c'est une incursion unique dans l'univers du Japon du 11e siècle. C'est en librairie cet automne. Le troisième et dernier titre dont j'aimerais vous parler, je vais tenter de vous le faire deviner par 3 petits indices. Le premier, boîte à surprise pour les enfants. Le second, point de rassemblement pour les familles. Le troisième, source d'information pour les plus grands, mais aussi pour les plus petits. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la télévision. L'ouvrage, Une histoire de la télévision au Québec, signé par l'auteure, éditrice et historienne Sophie Imbeau. Vous serez donc invité, à travers les 525 pages de ce colosse, à revivre les grands moments de l'histoire de notre télévision, que ce soit à travers les acteurs qui vous ont fait rire ou pleurer, les émissions qui vous ont tant marqué, à travers des faits inédits ou inusités qui ont forgé l'histoire de notre télévision. Ce livre se veut par ailleurs un hommage aux réalisateurs, aux décorateurs, aux journalistes et autres gens qui ont travaillé soit dans l'ombre ou devant la caméra. L'histoire de la télévision au Québec, c'est aussi l'histoire de tout un peuple. Une histoire de la télévision au Québec par Sophie Imbeau, c'est en librairie cet automne. Évidemment, la programmation d'automne ne s'arrête pas à ces 3 titres. Plusieurs ouvrages sont très attendus par des auteurs qui ont remporté plusieurs grands succès au cours des dernières années. On peut penser à Jean-Sébastien Marsan et le tome 2 de son Histoire populaire de l'amour au Québec. Aussi, Mélanie Calvé qui est de retour avec un nouveau roman historique, Anaïs. En plus des titres que je viens tout juste de mentionner, il y a un ouvrage sur lequel je voudrais m'attarder rapidement. Il s'agit de l'Atlas littéraire du Québec qui devait paraître au printemps dernier, qui a été évidemment reporté pour les raisons qu'on connaît. Nous avons donc pris la décision de le faire paraître à la toute fin du mois d'août, ouvrage de circonstance pour mettre la table à une saison littéraire toute québécoise.
Plusieurs autres essais et romans vous seront évidemment présentés tout au long de l'automne, mais je laisserai le soin à Gallimard Diffusion et ses représentants de vous les présenter. Au nom de toute l'équipe des éditions Fides, je vous souhaite un été rempli de belles lectures et nous, on se revoit à l'automne avec plein de belles nouveautés. Merci. Chers amis libraires, je m'adresse d'abord à vous avec mes meilleures salutations et je vous transmets celles de mon fils Julien qui ne peut pas être là en raison de sa nouvelle paternité. Je vais vous parler du programme de l'automne. J'espère que ce programme va contribuer à la relance de la librairie. Nous en avons tous besoin, et les lecteurs en premier lieu. Je pense qu'on a un bon programme. Alors, commençons par la littérature. Je vous parle d'abord de nouvelles. Lisanne Roux-Leblanc, qui nous propose un recueil de nouvelles vraiment extraordinaire. C'est assez exceptionnel. Donc, je vous le recommande. Le titre, c'est Présage. Donc, en deuxième lieu, un recueil de poèmes de Alice Paquet, qui est très attendu et je pense que les lecteurs ne seront pas déçus. Donc, il va paraître en septembre. Et un titre auquel, moi, personnellement, je tiens énormément, qui s'appelle Mon frère Paul de Marité Villeneuve. Alors, Paul, c'est Paul Villeneuve, qui a été un écrivain très, très connu et très présent à la fin des années 60, très engagé au début des années 70. Paul Villeneuve était un homme assez exceptionnel et je pense qu'il méritait le livre que sa sœur Marité lui a consacré. Ce n'est pas un livre facile dans le sens que c'est pas de la complaisance, mais c'est un roman extraordinaire. C'est une histoire vraiment exceptionnelle et je pense que les lecteurs ne seront pas déçus. Alors, j'enchaîne avec ce que j'appellerais nos valeurs sûres, l'État du Québec. Nous en sommes à la 25e édition, imaginez-vous. Donc, on en a profité pour faire un peu peau neuve. Donc, nous avons fait un bel effort pour que la présentation soit beaucoup plus accessible, beaucoup plus conviviale, et je pense que nous avons assez bien réussi. Et donc, on a demandé à 25 personnalités de différents milieux de prévoir comment le Québec peut se relancer dans ses différentes sphères d'activité. Dans la même foulée, on a, imaginez-vous, un État de l'Acadie. Et c'est une équipe formidable de plusieurs dizaines de collaborateurs en Acadie. Tout le monde s'est mobilisé pour faire un livre exceptionnel, un livre de référence. Il couvre énormément de sujets et il fait, je dirais, l'état des lieux de la communauté acadienne. Je pense que ça sera le livre de référence pour les prochaines années sur le monde des Acadiens. J'en arrive à des essais ou à des ouvrages qui s'impliquent dans le débat actuel sur le Québec. C'est des livres un petit peu plus universitaires, mais tout à fait accessibles. Nous avons vraiment axé sur l'accessibilité et l'intérêt que chacun de ces titres-là peut avoir. Le premier, un auteur que j'ai connu, moi, depuis très longtemps, Gérard Boismenu, qui est professeur à l'Université de Montréal, professeur de sciences politiques et qui s'est spécialisé à des modèles de développement économique et s'est particulièrement penché sur la question des inégalités sociales. Vous voyez que c'est un sujet pas mal d'actualité. Ça s'appelle les 30 glorieuses au Canada. Les 30 glorieuses, mais c'est les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. On s'est complu un peu avec cette expression-là pour désigner le développement économique qui s'est manifesté aussi dans d'autres domaines, le culturel et le social aussi. On s'aperçoit après coup qu'il y avait aussi des aspects un peu moins glorieux dans ces glorieuses années-là. Et notamment au Canada, où on s'aperçoit qu'on a appliqué des modèles de développement économique qui faisaient l'impasse sur beaucoup de choses qui nous sautent maintenant aux yeux, mais qui ne paraissaient pas évidentes à ce moment-là. Ensuite, un livre beaucoup plus actuel dans un sens, qui est sous la direction de Lucia Ferretti et de François Rocher, les enjeux d'un Québec laïque, donc la question de la laïcité. Les deux directeurs ont fait appel à des spécialistes aussi d'horizons professionnels tout à fait différents pour apporter des idées vraiment hors des sentiers battus. Je pense que c'est un livre qui va contribuer sérieusement à ce débat-là, qui est très important, qu'on a un peu oublié cette année pour les raisons que nous savons, mais qui reste vraiment important. Alors, un livre qui s'appelle L'architecture de l'identité, art et patrimoine de Lucie Morissette, qui est un livre que moi je trouve particulièrement intéressant, illustré en couleur. C'est un beau livre cadeau à faire à Noël.
Enfin, un livre très intéressant qui remet en question l'enseignement de l'histoire tel que nous l'avons connu depuis des générations, je dirais. Et ça vient des jeux vidéo, notamment d'un jeu très connu qui s'appelle Assassin's Creed, présenté par une bonne multinationale française qui est Ubisoft, et qui remet en question énormément de choses, mais pas nécessairement de la mauvaise manière. C'est une façon intéressante de repenser l'enseignement de l'histoire. Et ça couvre, en fait, l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Je vous le dis, c'est très passionnant. Donc, c'est le jeu et l'histoire, Assassin's Creed, vu par les historiens. Si vous me permettez, je vous rappelle donc la nouvelle collection avec Jean-François Lisée, Lisée raconte. Il y a 2 nouveaux titres qui vont paraître cet automne, un sur la crise d'octobre et l'autre sur le CIA et le KGB, en rapport avec le Québec. Et donc, je pense que ça va être 2 bons titres. Ça ne complète pas tout notre programme puisque nous en avons beaucoup d'autres en préparation. Notamment, nous attendons avec impatience le prochain roman de Jean-Christophe Réel qui est en bonne voie. Je vous souhaite à tous nos amis libraires une très bonne rentrée. J'espère que notre programme va contribuer à la rendre aussi agréable et intéressante que possible. Merci. Bien, bonjour, je m'appelle Marie-Claude Pouliot. Je travaille pour Front Froid et Nouvelle Adresse. Nous sommes nouvellement diffusés par Gallimard. En fait, nous le serons à partir de l'automne. Comme on est une nouvelle maison d'édition dans laquelle il y a eu beaucoup de changements, je vais faire une petite historique de la maison. Front Froid, c'est une maison qui existe depuis une dizaine d'années, qui se consacre en fait aux bandes dessinées des littératures de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, western, polar. Dans la dernière année, entre autres, le catalogue de Lunax s'est ajouté à Front Froid. Donc, je pense à des titres comme L'Esprit du camp de Michel Falardeau, qui a 2 tomes, qui est assez connu en librairie. Puis moi, en fait, avec mon collègue Renaud Plante, on était auparavant chez Mécanique Générale et avec Front Froid, on développe une nouvelle marque qui s'appelle Nouvelle Adresse, où nous ferons surtout des bandes dessinées plus ancrées dans le réel, en fait, que Front Froid, qui sont vraiment plus des BD intimistes, en fait. Voilà, dans les BD de ces 2 marques-là, ont quand même des points communs. Donc, on veut vraiment faire des beaux objets qui reflètent le monde dans lequel on vit. Puis, dans les 2 cas, on fait autant des bandes dessinées d'auteurs chevronnés. Entre autres, chez Nouvelle Adresse, notre premier livre l'an dernier, ça a été Un jour de plus de Philippe Girard, donc un auteur qui a beaucoup d'expérience. Mais on s'efforce vraiment aussi de découvrir du côté de Front Froid et de Nouvelle Adresse des nouveaux talents et de les pousser, en fait, dans ce nouveau médium-là. Bonjour, moi je suis Renaud Plante, je suis éditeur chez Nouvelle Adresse. Le premier titre qu'on fait paraître cet automne, c'est Minimax de François Donatien. Minimax avait été publié à très court tirage il y a 4 ans environ. Il avait gagné le prix BDLIS du meilleur livre indépendant. On décide, en fait, cet automne de le rendre disponible pour le plus grand nombre de gens possible. Donc, Minimax, c'est un livre excessivement personnel. On y voit vraiment les questionnements d'une jeune artiste qui vieillit et qui cherche sa place un peu dans le monde, qui a beaucoup de conscience sociale, mais qui a de la misère parfois à les appliquer à sa propre vie. Donc, c'est un livre qui est un peu dans l'esprit aussi d'une bande dessinée indépendante américaine des années 60-70. Je pense à des gens comme Crumb qui sont arrivés à cette période-là, Robert Crumb ou Harvey Picard. C'est un peu un croisement, disons, entre un Jimmy Beaulieu et un Richard Suicide. Bref, Minimax de François Donatien, cet automne chez Nouvelle Adresse. Chez Front Froid aussi, cet automne, nous ferons paraître le 3e tome de la série Far Out, qui est écrit par Gauthier Langevin, qui est aussi éditeur chez Front Froid avec Renaud et moi, donc qui est notre 3e complice dans l'aventure, qui est illustré en fait par Olivier Carpentier. C'est un western de science-fiction qui mélange humour et aventure, donc qui reprend vraiment les codes du monde des robots et les codes des westerns spaghetti. En fait, c'est des robots cow-boys dans l'espace. Donc ça permet d'aborder des thèmes comme la recherche de liberté, la colonisation. Dans les 2 premiers, on découvrait vraiment le monde de Far Out, l'univers avec les robots qui arrivaient dans l'espace. Et dans ce 3e tome-là, c'est une humaine, en fait, qui arrive dans le monde de Far Out et qui doit s'allier avec les extraterrestres contre les robots pour terminer sa quête. C'est le 3e tome qui clôt, en fait, un cycle. Il se peut vraiment qu'il y ait d'autres tomes dans la série Far Out, mais ces 3 tomes-là, en fait, clôt vraiment un cycle. Et dans le tome 3, on a beaucoup de réponses à ce qui se passait dans les 2 premiers. C'est un livre qui est très attendu parce que c'est le 3e tome donc d'une série. Les 2 premiers avaient assez bien fonctionné. Il y a eu 4 ans entre le tome 2 et le tome 3, donc c'est un livre qui est assez attendu par les fans.
Plus tard dans l'automne, on sort une autre première œuvre, La brume de Mireille Saint-Pierre. Mireille Saint-Pierre, c'est une illustratrice, graphiste qui signe sa première bande dessinée qui s'appelle La brume. La brume, c'est une œuvre d'autofiction qui raconte l'histoire d'une jeune illustratrice qui est enceinte et qui s'apprête à aller à New York avec son copain qui est photographe pour un contrat de photo qu'il y a pour l'enregistrement d'un album d'un ami musicien. Elle arrive à New York, c'est la première fois qu'elle va là, elle découvre la ville et à un moment donné, elle a des contractions et il est beaucoup trop tôt, elle est inquiète. Ils vont à l'hôpital et donc elle donne naissance à un enfant mort-né. La brume, c'est un livre sur le deuil périnatal, excessivement touchant, mais au-delà de ça, c'est un livre très touchant sur le deuil en général, sur comment on passe à travers ça, de comment ça peut avoir un impact très difficile pour le quotidien d'un couple. C'est un livre sur comment on arrive à se retrouver, à reprendre le contrôle de notre vie et à vivre malgré cette souffrance, cette douleur-là, qui est la perte dans ce cas-ci, d'un enfant à venir, mais qui s'applique à n'importe quelle circonstance. Donc, c'est un livre hyper touchant, de couleurs, d'environ 190 pages de Mireille Saint-Pierre, publié cet automne chez Nouvelle Adresse. Alors, voilà qui fait le tour pour les nouveautés de Front Froid et Nouvelle Adresse pour l'automne 2020. Merci et bonne lecture. Bonjour à tous et toutes, merci d'être présents pour cet exercice un peu laborieux dans les circonstances. Bon courage pour la reprise des activités. Le premier titre que je voulais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est pas un titre des presses de l'Université de Montréal, c'est un titre des presses de l'Université Concordia, parce que par amitié, on a accepté d'assumer leur diffusion le temps que les presses se constituent un fonds digne de ce nom. Le premier titre donc que je vous présente, c'est celui de Richard Foltz. C'est une traduction qui a été faite par Benoît Léger. Le titre, c'est « Les religions de la route de la soie, les voies d'une mondialisation prémoderne ». Grosso modo, pour faire vite, c'est un ouvrage dans une perspective historique qui retrace non pas le ou la route de la soie, mais bien les routes de la soie. Dans cette perspective-là, l'auteur nous montre l'influence des différentes religions, leur développement dans une perspective historique. C'est un livre qui, évidemment, s'adresse à un public lettré, intéressé par ces questions, mais aussi, évidemment, une clientèle plus universitaire. L'ouvrage est très richement illustré. Il est écrit dans un style qui est tout à fait accessible au grand public. Alors, je vous le recommande fortement. Le premier titre des Pumes dont j'aimerais vous parler ou vous présenter, c'est le résultat d'un travail qui a pris plus de 5 ans à se conclure. L'auteur, Étienne Normandin, est un entomologiste. Le livre que je vous présente, c'est « Les insectes du Québec et autres arthropodes terrestres ». Ça représente donc, comme je vous disais, plus de 5 ans de travail. C'est un travail de moine qu'a opéré l'auteur. C'est un guide qui va sans aucun doute devenir un ouvrage de référence, tant dans le milieu scientifique que pour le grand public. Il n'y a aucun guide entomologique semblable au Québec ou dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Le livre aborde, touche ou présente 2300 espèces d'insectes, plus de 3300 photos réalisées par l'auteur d'une qualité incroyable. L'auteur s'est quand même permis des petits bouts de texte pour bien présenter les insectes, mais aussi, par exemple, pour parler de certains préjugés ou de certaines conceptions fausses ou vraies. Il parle, par exemple, des insectes nuisibles, des insectes dangereux, etc. Donc, un ouvrage vraiment gigantesque. On parle de plus de 600 pages de plaisir entomologique. On espère vraiment que le public va tomber en amour avec lui parce que nous, on a mis beaucoup de travail dans ce livre. Alors, je lui souhaite longue vie. Le prochain titre que je vous présente, c'est un titre qui va paraître dans la collection Bibliothèque du Nouveau Monde, dans sa nouvelle version, donc Bibliothèque du Nouveau Monde astérisque. C'est encore là un incroyable travail de compilation qu'a effectué Michel Biron, qui est professeur de littérature à l'Université McGill. Pour vous le présenter tout simplement, c'est de Saint-Denis Garneau, Lettres.
Vous aurez compris donc que c'est le recueil de toutes les lettres de Saint-Denis Garneau que Michel Biron a pu retrouver. Il n'y a aucun ouvrage aussi complet qui rassemble toutes ces lettres. Bien sûr, certaines sont parues dans des revues, d'autres dans des recueils, mais ça c'est vraiment la compilation la plus exhaustive possible de ces lettres-là. Donc un travail incroyable de la part de Michel Biron qui les présente, qui les annote et qui donc les analyse pour le public. Ce n'est pas une édition critique, mais c'est une édition qui est quand même richement annotée et qui va intéresser non seulement les experts, spécialistes, étudiants qui se consacrent à l'œuvre de Saint-Denis Garneau, mais aussi tous les mordus, les lecteurs, grand public de Saint-Denis Garneau. C'est un ouvrage indispensable quant à moi. Saint-Denis Garneau se révèle non seulement comme le poète que nous connaissons, mais aussi comme étant un grand épistolier. L'ouvrage suivant est un ouvrage hors collection que nous présentons au PUM. Je sais que je me répète souvent, mais celui-là aussi, c'est un ouvrage qui a représenté de longues années de travail. C'est un collectif sous la direction de Gilbert David, Hervé Guay, Hélène Jacques et Yves Jubinville. Le titre de l'ouvrage, je vous le donne, « Le théâtre contemporain au Québec ». 1945-2015, essai de synthèse historique et socio-esthétique. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est une compilation de toute la dramaturgie québécoise depuis 1945. C'est présenté donc à la fois au niveau de la réception critique des œuvres, de la dramaturgie, des productions théâtrales au cours de ces années. Et je crois que ça va être un incontournable pour tous ceux qui s'intéressent au théâtre québécois, mais aussi pour le grand public qui, là encore, est intéressé par notre dramaturgie. Fabuleux ouvrage, un guide de référence maintenant, à mon avis, indépassable. Au Presse de l'Université de Montréal, on prend rarement la peine de vous présenter les ouvrages qui sont issus de notre collection Paramètres, pour la simple et bonne raison que ce sont des ouvrages qui sont essentiellement des guides d'introduction pour les universités, les étudiants de premier, deuxième, troisième cycle. Cette année, on fait exception à la règle parce que 3 de nos titres sont, à notre avis, tout à fait accessibles au grand public et vont sans aucun doute intéresser le lectorat. Le premier que je vous présente donc est sous la direction de François Aubry, Yves Couturier et Flavie Lemay. Il s'intitule « Les organisations de soins de longue durée, point de vue scientifique et critique sur les CHSLD et les EHPAD ». Sujet d'actualité, vous en conviendrez. En France comme au Québec, donc les CHSLD, les EHPAD ont été victimes de terribles incuries, d'une critique incroyable de la part des médias, et pour cause, on s'entend. Les auteurs, donc, ici, pour la première fois, présentent un portrait comparé à la fois des CHSLD au Québec et des EHPAD en France. C'est une analyse qui est passionnante, intéressante, c'est la première du genre. Et donc, je crois que ça va intéresser non seulement tous ceux et celles qui ont à travailler dans le milieu, donc on pense aux résidents, aux proches familles, aux gestionnaires, aux professionnels, aux étudiants en sciences infirmières, en gérontologie, en travail social, en administration, mais aussi au grand public, vu l'actualité brûlante de ce sujet. Le deuxième titre de la collection Paramètres que j'aimerais vous présenter est un ouvrage de Thiel Dupe, Histoire de la pensée économique d'Aristote à Marx. Avant d'avoir certaines craintes par rapport au titre et à son accessibilité pour le grand public, sachez qu'avant le 19e siècle, lorsqu'on parlait d'économie, on parlait essentiellement d'idées, on parlait de conceptions philosophiques qui étaient tout à fait accessibles au grand public. En d'autres mots, la transformation académique, si on veut, du domaine de l'économie au cours du 20e siècle, avec tout le langage technocratique qui s'y rattache, n'avait pas encore cours au 19e siècle. Et c'est la raison pour laquelle on pense que cet ouvrage-là va pouvoir intéresser un très large public, parce qu'il s'agit essentiellement donc de l'histoire des idées, comme le dit le titre, d'Aristote à Marx, en passant par David Ricardo. Et ce que l'auteur présente, donc, ce sont les différentes philosophies qui ont eu cours, les différentes idées relatives à l'économie qui ont eu cours depuis Aristote. En ce sens, c'est sûr que c'est un ouvrage qui va intéresser les étudiants pour lesquels il est a priori destiné, les enseignants, les chercheurs en économie, en histoire, en philosophie, en politique, mais aussi, nous le croyons fermement,
au grand public qui est intéressé par l'histoire des idées. Le troisième titre de la collection Paramètres que je vais vous présenter est un collectif sous la direction d'Annie Aimé, Christophe Mayano et Marie-Michel Richard. Il s'agit des troubles des conduites alimentaires, du diagnostic au traitement. Comme le titre l'indique très clairement, c'est un livre qui est consacré aux troubles des conduites alimentaires. Il va intéresser, nous croyons bien entendu, tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là, mais aussi les parents ou les victimes, les patients qui sont aux prises avec ces troubles-là. Un ouvrage qui est accessible dans son langage au grand public, là encore. Un autre titre que j'aimerais vous présenter est celui de la collection Le Monde en poche. C'est une collection que vous avez sans doute découvert au cours de la dernière année. 64 pages, une question est posée à un spécialiste et il y répond de la manière la plus succincte et vulgarisée possible. L'auteur Jocelyn Coulon, vous le connaissez, c'est un chroniqueur politique qui signe plusieurs textes dans la presse, parfois Le Devoir. Le titre de l'ouvrage « À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations unies ?» Pourquoi je vous parle de ce titre-là? C'est que, bien entendu, le Canada souhaite faire partie du Conseil de sécurité des Nations unies. On va le savoir d'ici la fin du mois de juin, mais Jocelyn Coulon nous présente ici de manière succincte et vraiment accessible au grand public ce qu'est le Conseil de sécurité, le rôle qu'il joue au sein des Nations unies. Un autre titre politique dans la collection Politique mondiale de l'auteur Charles-Philippe David, un titre qui, nous l'espérons, va connaître un grand succès. Le titre, pour l'instant, il est provisoire, « L'effet Trump, quel impact sur la politique étrangère des États-Unis » Encore une fois, très succinctement, Charles-Philippe David, pour le présenter, il est le président de l'Observatoire sur les États-Unis, le fondateur de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'UQAM. Lui aussi, c'est un intervenant souvent consulté ou invité par les médias pour parler de ces questions-là. Il nous trace un portrait des 3 premières années du gouvernement Trump, de son administration, et il décortique, il nous présente comment Trump en vient à prendre des décisions eu égard aux questions de politiques étrangères. Un autre titre qui concerne les États-Unis, de Victor Béliveau, La Maison-Blanche face à des dictatures amies en péril, encore une fois dans la collection Politique mondiale. Dit succinctement, nous savons tous, vous et moi, que les États-Unis ne rechignent pas à établir des liens avec des régimes dictatoriaux. La question se pose, qu'arrive-t-il quand ces dictatures-là sont en péril, sont menacées? Il arrive parfois que les États-Unis demeurent malgré tout leurs amis. Dans d'autres cas, ils s'en distancient. L'auteur nous explique pourquoi, selon quelle modalité. C'est un livre fascinant, très intéressant du point de vue de la politique mondiale et encore une fois, très pertinent eu égard à l'actualité. Le dernier titre que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est un collectif sous la direction de Éric Mottet, Frédéric Lasserre, Barthélemy Courmont et Serge Granger. Le titre « Marche des frontières de la Chine » dans notre collection Confluence asiatique. Grosso modo, les auteurs se penchent sur l'influence de plus en plus grandissante de la Chine, mais surtout sur les régions frontalières de la Chine, donc avec les pays qui sont limitrophes à la Chine et avec lesquels ils sont plus souvent qu'autrement en conflit. C'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant et compte tenu de l'actualité en ce moment, je crois sincèrement qu'il va non seulement intéresser les gens en relations internationales, en sciences politiques ou les sinologues, mais aussi, bien entendu, le grand public. Et voilà, c'était notre cuvée pour les mois à venir. Bon courage et au plaisir. Voilà que s'achève notre première présentation. J'espère qu'elle vous aura mis l'eau à la bouche. Sachez que nous vous enverrons le lien pour que vous puissiez réécouter et partager cette vidéo de la rentrée. Nous vous mettrons aussi à disposition des services de presse, alors n'hésitez pas à les demander à votre représentant. Je vous donne aussi rendez-vous début juillet pour cette fois-ci le deuxième volet de notre rentrée littéraire consacrée aux éditeurs européens et finalement la rentrée des éditions Gallimard. Je vous remercie encore de votre attention et je vous souhaite une excellente rentrée. À bientôt.